4. Du mauvais usage du baroque. Pour Nicolas Nabokov. Baroque est un concept de prestige. Ce mot de baroque fut comme la porte par laquelle l'industrie culturelle fit son entrée dans la culture, au plus tard avec le chevalier à la rose. Dès 1925, Karl Kraus publiait dans Die Fackel, la torche, une recension intitulée de l'époque baroque. Il y dénonçait à propos des mémoires de l'épouse d'un diplomate la sphère qui exploite le terme en le vidant de son sens et qui depuis est entièrement passée au cinéma. Ce qu'on fait désormais du baroque, l'été à Salzbourg, héros empourprés, fanfares d'or rutilant, cloches d'église, orgue, élan plein d'ivresse, se moque à ce point de toute description qu'aucune description ne peut plus s'en moquer. Mots-clés de cette époque de l'histoire de l'art, dont Wolfling et Riegel, selon une méthode bien à eux, ont été les premiers à donner une définition précise. Voici que ce terme de baroque, depuis la publication de leurs travaux, assume une fonction largement idéologique. Quelqu'un qui aujourd'hui aspire langoureusement au baroque prouve par là même qu'il appartient à la culture, et ce par principe. Son enthousiasme est bien souvent celui d'une conscience neutralisée à laquelle il importe assez peu de savoir pourquoi elle s'enthousiasme. C'est en mesure que c'est le plus évident. C'est en musique que c'est le plus évident. Le mot baroque a été transposé après coup en musique, d'abord par Kurt Sachs, puis avec l'incidence la plus large par Friedrich Blum. Ce dernier recommandait de ne pas trop restreindre le concept de baroque musical. La vaste connaissance qu'il avait de la matière lui a enseigné l'hétérogénéité de ce qu'on désigne musicalement sous ce terme. À suivre sa propre présentation, il ne reste pas grand-chose de plus de l'unité supposée que le principe général des contraires. Il défend néanmoins cette nomenclature et n'hésite pas à prétendre que dans le baroque, poésie et musique, en analogie avec la technique du nu pictural, auraient élaboré une langue brillante pleine d'un charme sensuel et d'une souplesse douloureusement délicieuse. Or voilà qui va à l'encontre non seulement du rôle joué par la représentation qu'ont de la musique baroque ses passionnés actuels, mais à l'encontre aussi de la teneur même de la chose. Cette musique-là, ce n'était pas Tristan, Salomé ou Debussy, dans une complète indifférenciation quant à ses caractéristiques générales. Sa popularité la plus récente, étouffante, elle la doit bien plutôt au simplisme qui prend les choses en bloc. Continuer à soutenir qu'il y aurait un esprit baroque identique dans l'ordre du son et dans celui du visuel, c'est aller trop vite en besogne, en perdant de vue qu'il est impossible de réunir en une seule la forme artistique concrète de chaque registre. À vrai dire, si la musique d'autrefois n'avait pas eu tant de facilité à renaître, le concept de baroque n'aurait pas jeté sur Thunder et Buxtehude, sur Shine, Bieber et quantité d'autres, le reflet de la splendeur de l'architecture de Fischer von Erlach et de Balthasar Neumann. Seul le vague et l'inspécifié, à la minceur desquels s'est réduit le baroque pour la conscience actuelle, autorise l'usage universel du terme. Cette conscience est bien adaptée à la culture par laquelle elle jure. On peut confortablement se proclamer un tenant de la musique baroque sans faire beaucoup de différence entre les œuvres et les auteurs singuliers qu'elle a au magasin. De fait, avec l'inspécifié, on dirait en termes académiques, avec l'escamotage du style personnel, ils sont condamnés à être tous assimilés les uns aux autres dans la masse de la production. Le décisif, c'est-à-dire l'appréhension des qualités, telle que sait encore la sauvegarder l'histoire de l'art quand elle traite du baroque, a bien peu sa place quand il s'agit de la musique. Mieux même, les lacunes de l'objet lui sont comptées à son avantage, comme si elles étaient l'estampille et le gage d'une naissance transsingulière, qui n'aurait pas encore altéré le péché subjectiviste. Alors que dans le même temps, on ne cesse de vanter dans l'idée même de baroque la percée de la subjectivité hors du sanctuaire protégé de la Renaissance. Cette fascination qui est à la mode et qu'on doit à l'ennui pourrait relever d'une expérience bien normée, du style « Ah, c'est bien ça », c'est-à-dire de l'allégresse de l'enfant qui reconnaît le toujours pareil. Entend-on à la radio le grésillement d'un clavecin ou d'un clavicorde, avec en prime les instruments exécutant leurs motifs dont le jeu peut être inlassablement répété, aussitôt c'est la lumière, musique baroque, qui jaillit, comme la lumière religion jaillit dans les sons de l'orgue, ou la lumière jazz dans le bavardage des syncopes. Dans le cas du baroque, ce type de réaction s'accorde bien à ce que Jürgen Habermas a appelé l'idéologie de la classe moyenne déclinante, qui, le sourcil levé, se proclame un partisan de la musique de basse continue, souvent même en s'opposant au 19e et au romantisme, se donne l'air de faire un choix au nom d'un goût rigoureux, ce qui n'a pas à apporter la preuve
qui n'a pas apporté la preuve de son objective capacité à établir des différences. La neutralisation va si loin qu'une dame qu'on pourrait qualifier de baroque fan trouvait une telle musique érotiquement très excitante, alors même que les héros de sa reviviscence vont chercher leur raison dans l'ascétisme, en s'effrayant précisément de toute expression d'érotisme marqué. Que n'ait aucun fondement en musique le sens littéral du mot baroque, qui signifie, comme on sait, la rondeur imparfaite. L'invasion de la perfection symétrique par l'asymétrie, voilà qui ne dérange personne. Si on passe outre tout de go à ce trait fondamental qui vaut pour une forme prototype de nature optique, et qui d'ailleurs dans ce registre même n'a rien de spécialement pertinent, on tombe alors sur ce que Hegel avec d'autres nomme étonnant, inhabituel, extraordinaire. Le grand historien d'art saisit aussitôt l'insuffisance de toutes les définitions moyennes. Mais l'extraordinaire, c'est aussi tout simplement le but de tout l'art classique et roman, et c'est aussi celui de l'art de la Renaissance. Par le fait de sa seule existence, l'art se détache de la grisaille et de la normalité bourgeoise, vouée à son seul entretien. L'art normal est son a priori, sa norme propre. Pour Hegel, ce qui, dans le baroque, concrétise l'idée de l'extraordinaire, c'est celle de l'auto-contradictoire, on pourrait dire, le dialectique. A l'inverse, la musique, telle qu'elle ne participe qu'en parasite à la gloire du baroque, privilégie l'ordinaire, non l'extraordinaire. Ce qui émane d'elle, c'est un anti-sex-appeal. Il est totalement impossible de nier sur un plan général qu'il existe dans la période qui va de la fin du XVIe à 1740 environ des relations entre art plastique et musique. Il y a pléthore d'analogons. Ainsi, la tendance à la pompe ou le mode de configuration qui procède par antithèse sans médiation. Même si on est averti de ce que les genres artistiques ne sont pas contemporains les uns des autres, et de ce que l'essence de la musique, c'est son retard radical, on est en droit de s'attendre, quoi qu'il en soit, à trouver dans chaque époque autant d'unités qu'elle emporte en elle-même, selon ses traits constitutifs et ses a priori historiques. À première vue, la ressemblance est plausible entre la technique des plans multiples, détachés les uns des autres en profondeur, tel que Hegel en élabore déjà les principes chez Michel-Ange, et ce qu'on appelle la dynamique en terrasse dans le concerto baroque, c'est-à-dire la stratification d'ensemble ayant chacun leur unité et formant entre eux un contraste sans médiation. Mais précisément, cela ne vaut qu'à première vue. Dès qu'on commence à les approfondir, les analogies vont vite s'évanouissant. La peinture baroque connaît aussi, au moins autant que le procédé de la figuration, contrasté la technique de la transition, de la compénétration atmosphérique, de la dissolution, de la précision du contour, le sfumato. Rien de tel dans la musique de la même époque. Parler de baroque, de manière généralisante, c'est de l'idéologie, au sens précis d'une conscience fausse qui simplifie en leur faisant violence les phénomènes dont elle fait la propagande. L'autorité du baroque est avant tout celle de l'idée de style. Le baroque a été le dernier style puissant et exemplaire qui répertorie l'histoire de l'art. Que répertorie l'histoire de l'art? Le rococo, dont l'équivalent serait en musique le style galant, ne fait que suivre dans le même mouvement un appendice. Au regard de la force collective du baroque, le trait propre du style empire et du Biedermeier est ou bien un imaginaire ou bien un repli résigné dans l'étroite sphère privée. Assimiler sans embâche culte du baroque et culte du style, ce n'est pas porter préjudice aux configurations authentiques du baroque, ni à l'idée de style qu'elle présente. Le culte du baroque est né avec la thèse de l'extinction de la force créatrice du style, thèse qui était une réponse réactive au syncrétisme de l'époque de Guillaume II et de François-Joseph. Mais le style n'est pas à lui seul une garantie de valeur esthétique, bien que sa prépondérance rende parfois difficile la reconnaissance de cette valeur. Il suffit à un regard libre de préjuger d'avoir vu le nombre d'édifices de rang mineur que compte l'Allemagne du Sud, l'Autriche et l'Italie, d'avoir vu le nombre de croûtes allégoriques engorgeant les musées, dont la facture relève de la routine d'atelier, et il n'est pas rare qu'elle soit signée de grands noms. Pour remarquer combien le style à lui seul fait bien peu. Il n'a conquis son nimbe qu'une fois qu'il eut disparu, bien légitimement et par sa propre faute. La violence du style, et sans doute l'architecture, du haut gothique, était-elle déjà dans ce cas, a toujours été aussi la violence d'une action. Il ne s'est pas contenté de jaillir spontanément du bouillonnement de l'esprit du temps. Il était dicté et organisé. Les restaurateurs des églises médiévales, qui se sont partout heurtés aux ravages de la vogue baroquisante, auraient des choses à dire là-dessus, pour autant que le baroque aille de pair avec la contre-réforme. Il est impossible de méconnaître qu'il y a là une volonté qui n'est pas simplement un vouloir artistique, Kunstwollen. Il fallait impressionner les masses qui sortaient de l'église et exercer sur elles une nouvelle emprise. Ce supplément d'effets et d'effets sans cause, dont la critique a fait grief au baroque, du temps où elle se risquait encore à juger,
procède de cette volonté. Et là où celle-ci pèse à l'excès, la qualité immanente devient problématique. Dans cette mesure, et malgré la différence de niveau, la vogue baroquisante est malheureusement comparable à celle qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de néonisation, mot qui relèverait plus du label éditorial de l'industrie culturelle que de l'exigence stylistique. Il dirait ce besoin manifestement irrésistible qu'on a d'imiter l'up-to-date américain selon un modèle dont on a une idée vague, sans se soucier d'aucune exigence de nature constructive ni structurelle. En modernisant par exemple le premier bar venu d'une façon qui ne répond à aucune logique interne, ni même au seul besoin de confort des consommateurs concernés, mais exclusivement à la peur de les voir se soustraire au son du jukebox et au goût du Coca-Cola, ou même de les laisser prendre leur temps et de les encourager à la conversation. Au vu du style qui aujourd'hui fait à nouveau sa percée, c'est plutôt un anti-style dont l'unité est assignée par le monopole et non par la vision du monde, justement vantée, il va falloir revoir et corriger le jugement porté sur le style. Esthétiquement, le mal radical, c'est bien moins l'absence de style que l'unité suspecte. Cette idée touche aussi avec une force rétroactive les époques où le style n'était pas sa propre parodie. Le style en tant qu'idéologie, dans le baroque est la formule courante, est le pendant de la situation contemporaine. Cette dernière, en effet, réclame de l'art un nominalisme extrême, le produit singulier qui tire dessous à la justesse de sa forme, prime sur toute directive générale et abstraite, sur tout canon formel préétabli. Selon la critique adressée par le sujet esthétique à la forme, qui n'a pas lui-même pénétré de part en part, cette forme n'est plus désormais qu'un non-être à valeur purement répressive. Magnifier le baroque comme style répond à une poussée qui est restée en arrière du développement social et intra-esthétique, autant que le développement social lui-même exige qu'elle rétrocède ainsi. Coupée de la teneur de vérité du style, l'idéologie aujourd'hui courante du baroque n'a aucun mal à déployer une contradiction qui lui est inhérente. L'extension jusqu'au cliché de la notion de baroque lui autorise deux choses. D'un côté, on superpose à cette notion l'état d'un monde clos sous sa voûte, saturé de sens, suscitant le désir nostalgique. De l'autre, on lui associe l'audace d'une émancipation subjective et d'une pulsion d'infinitude, traits dans lesquels, parallèlement à d'autres traits incontournables de la modernité, on se flatte de se reconnaître à nouveau soi-même. Cette nouvelle fonction en dit plus sur notre époque que sur le baroque. Elle reflète l'hétéronomie croissante de la conscience. Les sujets ne sont ni heureux de leur liberté formelle, à laquelle ne correspond aucune liberté réelle, ni non plus de leur propre activité. Désespérés, ils regrettent amèrement ces liens qui ont été irrémédiablement dénoués par la conscience bourgeoise. Et pourtant, ils ne peuvent pas dépasser leur propre conscience bourgeoise tardive, qui n'a plus aucun besoin de la substance d'un tel lien et qui, pour autant qu'elle ait une force productive, tente à aller au-delà du donné spirituel, de l'ontologie de toute forme. Le concept mollusque du baroque, et surtout quand il est appliqué à la musique, peut être utilisé jusqu'au contradictoire selon le gré, depuis cet imaginaire prétendument échevelé de ce choc quasi surréaliste, comme emménage les prisons imaginaires de Piranèse, jusqu'au détour obtus des pièces de basse continue, auxquelles on peut se plier avec autant de plaisir qu'au ground beat du jazz. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément cette musique appelée pré-classique qu'on aime tant adapter pour le jazz. Sans doute aucun, il y a dans l'histoire de l'esprit d'authentique correspondance. Lorsqu'on a fait référence au Gréco au moment de l'expressionnisme, c'est qu'on pressentait qu'il avait là une affinité élective, fondée sur une impulsion antinaturaliste, dont la peinture jusque-là avait eu bien du mal à accuser réception. Il en va tout différemment de l'intérêt très récemment porté au maniérisme. Il faut le penser autrement. Il a beaucoup à voir avec l'embarras de l'histoire de l'esprit la plus établie et la plus académique devant les phénomènes les plus récents. Certes, il y a bien certaines analogies entre ces derniers et ceux du maniérisme, mais il n'y a aucune pertinence dans une pensée qui, face à ce que le nouvel art a de dérangeant et de rebelle, à la classification liquidatrice, le dévalue en même temps qu'elle l'accommode par le jeu des réminiscences historiques. La connaissance spécifique de ce qui a lieu aujourd'hui devra précisément chercher son angle d'attaque, là où réside la différence de teneur entre maintenant et alors. Et c'est à partir de cette différence qu'elle aura à déduire aussi la différence entre les phénomènes eux-mêmes. Dans l'art d'époque éloignée l'une de l'autre, deux éléments qui ont l'air analogues du point de vue sensible peuvent avoir un sens absolument contraire. Le regard qui atteint la couche profonde de la modernité est celui qui plonge au plus profond de sa spécificité temporelle, et non le regard qui prend les choses du haut en les nivelant pour construire un concept à valeur égale, couvrant différentes époques aux dépens de ce qui leur est particulier.
Mais lorsqu'on ambitionne le baroque, comme ce fut récemment le cas de certains peintres aux cheveux gris, autrefois modernes, que ce fut directement dans ce qu'expose la peinture ou à la suite des commentateurs, il s'agit de pseudomorphose et non de correspondance. Ce ne fut pas l'un des moindres mérites d'Alois Riegel d'avoir montré que chez Michel-Ange, déjà les principes du baroque sont de l'ordre du structif, c'est-à-dire de la construction. Si le baroque, dont on ne cesse de manière bien monotone de vanter la tendance au décoratif dans tous les domaines, est pourtant bien un style et non de la pure enjolivure, malgré les débauches de plâtre, c'est grâce à ces éléments structifs. Elle n'est pas loin de la vérité l'hypothèse selon laquelle les configurations du baroque visuel qui survivent sont dans tous les registres celles où les effets sensibles procèdent très rigoureusement de la construction et lui sont profondément accordés. Rien de tel à l'inverse dans les gestes baroques de la peinture moderne. Il s'érige en absolu, esquivant les questions de construction qui se posent inéluctablement depuis Cézanne, puisque le geste à lui seul ne suffit plus, privé qu'il est de squelette sous-cutané. On emprunte plastiquement au baroque. Une telle peinture est de la peinture décorative, même si elle n'a pas été expressément commandée pour des fêtes. Elle a tous les traits marquants du secondaire et du dérivé dont la peinture de décoration ne peut manifestement se déprendre tant qu'elle se mesure à l'aune de ce lien d'effet, indispensable au contraire dans des œuvres scéniques. Le néo-baroque n'a pas plus de valeur que le néo-gothique du XIXe siècle. Ce mélange de dissolution moderne et d'engouement plein de respectabilité historique qui en temps fait florès auprès du public de notables après la Seconde Guerre mondiale et après l'époque de Reinhardt est friable jusqu'au plus intime. Il est rongé de l'intérieur par cet artisanat qui, voici 50 ans encore, se satisfaisait dans une désarmante impuissance de pure et simple copie de style. Les candélabres allumés, près desquels autrefois des clavecinistes vêtus d'un drapé pictural créaient l'ambiance dans les coulisses de châteaux, sont passés depuis dans la peinture, de vieux grands hommes qui ont ainsi cessé d'être grands. Leurs pratiques convergent avec l'industrie culturelle qui tend sans embâge à la totalité, puisqu'elle accapare et engloutit pour le dévaluer ce qu'on nomme ses biens culturels. La scène de ce processus d'absorption, c'est le paysage de la culture, des régions sans usine, notamment celles où le catholicisme a pour partie gardé son influence, prennent de par leur valeur de rareté un caractère de monopole et deviennent elles-mêmes des marchandises de luxe, complément de l'industrialisation au milieu de laquelle elles fleurissent. L'or baroque est devenu l'affiche d'une culture totale, destinée au commerce avec l'étranger, ce qui nuit encore à sa beauté propre. Celle-ci pourrait être restaurée à la seule condition que sa base économique et sociale fût soustraite à la commercialisation du non commercial. Il n'est pas excessif de dire que l'idéologie baroque est suspecte aussi sur le plan politique. Un musicien qui s'était engagé dans l'aventure de l'avant-garde et qui, effrayé par son propre courage, avait rompu ses engagements, se justifiait en disant qu'il était trop profondément enraciné dans le baroque de l'Allemagne du Sud. Sa réaction est parente de celle qui, un peu auparavant, s'était déchaînée en stigmatisant ce qu'elle considérait comme sans racines.